Loi de finances 2025, suppression de cette réduction d'impôt. Qui sont les gagnants, les perdants, ceux pour qui ça ne change rien? En fait, la plupart des questions qu'on a, c'est pour, je suppose, comme pour Nadège, ce sont les clients qui sont déjà propriétaires, qui sont totalement paumés, parce qu'ils confondent la loi Le Maire et la loi de finances, qu'on a entendu tout et son contraire, ce qui est très alarmiste, très flou. alors qu'il faut bien le comprendre, mais c'est pas si contraignant. Le loueur que ça. meublé est fini, Voilà. il ne faut plus en faire, Ouais. enfin on a eu tout ça. Et on a fait, nous, de nombreux calculs où on se rend compte à 10 ans, 15 ans, 20 ans, où il y a un vrai avantage de continuer à amortir, d'être donc au régime meublé réel, comparativement à la location nue, c'est indéniable. Les calculs parlent d'eux-mêmes, en fait. Il n'y a toujours aucune Ouais. photo entre location nue et location meublée fiscalement. Tu génères quand même aujourd'hui un revenu, une aide de fiscalité. Donc dans les fondamentaux de l'immobilier, celui qui est en capacité de lever de la dette, il va voir son banquier, il dit bonjour, j'ai 10 000 euros d'épargne disponible, qu'est-ce que vous me proposez comme placement? Et ben là, avec 10 000 euros d'apport, tu peux lever 100 000 euros de dette, donc tu fais travailler l'argent de ton banquier et pas le tien, tu peux acheter un appartement qui va te générer un revenu sur une base de 100 000 euros, alors que si tu places 10 000 euros à la banque, tu n'auras pas les mêmes intérêts. Donc l'effet de levier du crédit, il reste fondamentalement intéressant. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la location meublée en 2025 avec Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Jules. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Jules. Avant, on répondra à vos questions à la fin de ce podcast sur justement tout ce qui avait sujet à l'imposition sur la plus-value. Et on vous rappelle qu'on a un simulateur disponible sur notre site internet. Il suffit de vous créer un compte pour pouvoir simuler votre imposition sur la plus-value à la revente. Nadège, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je suis la directrice du département spécialisé fiscalité des investissements locatifs au sein du groupe Inelis. Donc, le groupe Inelis, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable dont le siège est à Lyon, à la Cité internationale, avec une implantation également à Paris, en Savoie, Haute-Savoie. Donc, aujourd'hui, le groupe comprend 250 collaborateurs, 15 experts comptables. Notre cœur de métier, l'expertise comptable avant tout, donc vraiment globale, une expertise globale, service juridique, service social, fiscaliste. Et depuis l'origine du cabinet, nous avons un département, donc je suis la directrice spécialisée dans la gestion comptable et fiscale des investissements locatifs. Donc voilà, vraiment. Vous avez à peu près combien de dossiers chaque année? Vous accompagnez combien d'investisseurs? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 14 000 clients, essentiellement des loueurs en meublé. Après, on a aussi d'autres gestions d'investissement locatif, un peu de foncier, des SCIS, mais essentiellement des loueurs en meublé, donc investissement résidence de service, location par bail commercial, une grosse partie de notre clientèle. Et ensuite, location sur toute la longue durée, un peu de courte durée, dossier de para-hôtellerie. Nous sommes aussi spécialisés en para-hôtellerie. On sait qu'en tout cas, c'est pour ça qu'on t'a réinvité. On avait déjà fait un podcast en 2024. On a voulu te réinviter en 2025 parce que justement, on sait qu'Inelis, vous avez une vraie expertise sur ce sujet de la location meublée. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer le lien, toi, un peu entre Maslow et Inelis parce que... Oui, déjà, comme toujours, l'objectif pour nous, c'est d'accompagner au mieux nos investisseurs. Donc, on sait que chez Maslow, on fait un peu plus de 80% de nos ventes dans la location meublée non professionnelle. Qui dit location meublée non professionnelle dit accompagnement comptable. Donc, il faut le bon spécialiste. Et donc, c'est vrai que les liens entre Inelis et Maslow, et puis je dirais plutôt vis-à-vis du groupe Valoretti, puisque la location meublée non professionnelle et le gestionnaire, les belles années, c'est vrai que tous les clients investisseurs, c'est un petit peu plus de 9000 investisseurs aujourd'hui avec les belles années, sont gérés par Inelis. Et puis Nadège, c'est un peu ma bible à moi, c'est-à-dire que quand on a une colle... C'est vrai qu'on a besoin d'elle là. Quand on a une colle, c'est souvent Nadège qu'on appelle parce que c'est effectivement la spécialiste qui nous permet d'apporter les éclairages à nos investisseurs. Donc en tous les cas, lorsqu'on fait de la location meublée, il faut faire les bons choix de statut, les bons choix de cadre juridique, la bonne comptabilité et le cabinet Inelis, c'est on va comme ça essayer qu'on de peut voir un investir. petit peu aujourd'hui. Alors, je sais qu'on doit éviter les acronymes, mais peut-être qu'on répétera 2-3 fois LMNP, qui est location meublée non professionnelle, c'est dans le podcast qui doit durer 2 heures. Rappel de base justement sur la location meublée non professionnelle. La première chose, et je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est quoi la différence entre le micro-BIC, régime réel en LMNP? Est-ce que là-dessus, tous les deux, vous pouvez nous éclairer? Oui, donc déjà rappeler que la location meublée relève des BIC, BIC, bénéfices industriels et commercial, avec, contrairement à la location nue, on relève des revenus fonciers, avec 2 régimes. Le micro-BIC d'office, quand vous ne dépassez pas certains seuils, donc 77 700,
Et le régime du micro-BIC, c'est un régime simplifié. On a juste à reporter dans la déclaration de revenus les loyers et l'administration va procéder à un abattement forfaitaire pour charge de 50%, voire un peu moins sur la location courte durée. Maintenant, sur les non classés, location saisonnière non classée, on est à 30% avec un seuil seulement de 15 000 euros. Ça, c'est la réforme de l'année dernière. Voilà, réforme 2024. Régime très simple, micro-BIC. Par contre, on a sur option, ou si on dépasse les seuils, le régime réel, fameux régime réel dont on parle souvent, régime très avantageux, qui, comme son nom le précise, permet de déduire toutes les charges réelles liées à l'exploitation. Donc une charge est déductible du moment qu'elle se rapporte à l'exploitation. Okay. Donc on déduit toutes les charges, intérêts d'emprunt, charges de copro, taxes foncières, enfin voilà, c'est vraiment 100% des charges. Et en plus, vraiment, l'avantage du régime réel, c'est de pouvoir amortir le bien. Donc, le principe de l'amortissement, c'est un principe comptable où on va enregistrer la dépréciation du bien. Bon, ça peut paraître toujours un peu étrange d'enregistrer une dépréciation de bien. L'immobilier, oui. Immobilier, mais donc on enregistre la dépréciation de bien sur 25 à 40 ans, sur seulement la construction. Le terrain n'est pas amortissable. Et cette charge, qui est une charge déductible non décaissée, permet de réduire nettement la fiscalité, voire dans la plupart des cas, la neutraliser. Voilà l'avantage du régime réel. Très bien. Du coup, si j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez me redire pourquoi est-ce que nous, on pense souvent, ou pour les investisseurs, ils pensent souvent que la location meublée elle est plus intéressante que la location nue. Pour quel intérêt? C'est une notion fiscale parce que dans la location nue, c'est considéré comme des revenus fonciers? Oui, il y a deux sujets, je pense. Il y a un sujet de rentabilité intrinsèque, c'est-à-dire que le même appartement loué meublé vis-à-vis de nu, le loyer est plus élevé. Donc ça, la première chose, c'est qu'on peut se dire qu'un logement meublé, on va le louer plus cher qu'un logement nu. Voilà, ça c'est le premier gros avantage. Voilà. On peut apporter une preuve, par exemple pour les villes qui applique l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers en nu et l'encadrement des loyers en meublé n'est pas le même, donc il est supérieur. Donc ça, on va dire que c'est la preuve par l'image de ce que ça fonctionne. Donc le premier sujet, c'est que la rentabilité faciale, elle est plus importante, et la rentabilité nette, c'est-à-dire nette de fiscalité, elle est évidemment plus élevée. Je loue mon appartement nu, effectivement, comme le disait Nadège, les loyers fiscalement, ça n'existe pas en France. C'est soit des revenus fonciers, soit des BIC. Donc, revenus fonciers, on rappelle juste l'imposition, puisqu'on a parlé de... Je déclare mes recettes, je déclare mes charges. À la fin, j'ai un bilan, et ce bilan, il est imposé sur ma tranche marginale d'imposition, saupoudré de CSG. Ok, donc j'ai une tranche marginale d'imposition à 30, plus CSG 47,2. Voilà, donc mon bilan, il est imposé grosso modo à la moitié de ce que je perçois. Donc ça, c'est le régime du nu. Et dans le régime du meublé, si je suis au réel, je vais faire la même chose, je vais déclarer mes recettes et toutes mes dépenses. La petite baguette magique, l'amortissement qui est pratiqué, donc en gros, je ne vais pas payer d'impôt sur mes loyers. Donc je vais louer mon appartement plus cher. Et en bas de page, dans ce qui va rentrer net fiscal dans ma poche, ça va être également plus favorable en meublé. Donc effectivement, beaucoup d'investisseurs ont grand intérêt à faire de la location meublée versus la location nue. Ouais. Et il y a aussi la souplesse juridique. En termes de contrat, on a quand même beaucoup plus de souplesse. Le bail, la durée de départ. On a la possibilité de faire du 9 mois pour les étudiants, location d'1 an sur de la location classique longue durée, mais on peut aussi faire du saisonnier, du bail commercial. Donc, il y a quand même une souplesse. Et donc, on a vraiment 3 gros avantages dans la location meublée, si je reprends. Le loyer qui est plus important. En termes fiscaux, c'est plus intéressant. Et cette souplesse en termes de bail... Oui, parce qu'en nu, il faut rappeler que le bail classique, c'est 3 ans. Donc voilà, c'est résidence principale de mon locataire en nu et 3 ans d'engagement. Malgré tout ça, est-ce qu'il y a des typologies de biens où vous déconseillez, par exemple, la location meublée? Alors, déconseiller, je vais plutôt prendre le conseil. En fait, la location meublée, elle est souvent adaptée aux petites surfaces. Si je parle de la location à l'année, je ne vais pas partir à Saint-Tropez ou à Courchevel, mais on va dire que le T1, T2, c'est souvent la bonne cible pour la location meublée, parce qu'on peut cibler le cœur de ville, les logements étudiants, voilà. Peu d'offres aujourd'hui et peu de familles recherchent un T4 dans lequel ils vont venir avec leurs valises et leurs fringues. Ils vont chercher un appartement, donc ils vont venir avec leurs meubles, etc. Je dirais que sur les grandes surfaces, T4, T5, si on parle de location meublée, on va plutôt parler de colocation, mais il n'y a pas d'offre aujourd'hui d'intérêt à faire de la location meublée sur des grandes surfaces. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit chez Maslow. Sur les grandes surfaces, on déconseille fortement de les louer en meublé. En tout cas, le calcul n'est pas bon. Et le calcul, il n'est pas bon pour nous. Toi, Nadège, est-ce que c'est aussi ce que tu constates dans les clients que tu as
accompagne. Ouais, tout à fait le même conseil sur les clients. En plus, sur les villes où il y a de l'encadrement des loyers, on sait que la colocation ne fonctionne pas non plus, puisque voilà, on ne va pas pouvoir multiplier les chambres et le loyer. coût et le loyer. Donc en fait, effectivement, moi je conseille surtout sur des petites surfaces Ok. et bien vérifier le marché locatif du meublé en fonction Ok. de l'emplacement. Très clair. Elle fait notre boulot. t'as vu. Merci Nadège. Alors là, par contre, on voulait aussi t'inviter de nouveau, Nadège, dans ce podcast pour nous parler du contexte 2025, où ça a quand même, les choses ont pas mal évolué. Quels sont les gros changements pour 2025 ? On parle de la plus-value, CGA, CFE, loi Le Meur, loi anti-Airbnb. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer clairement les choses ou de manière simple sur ce qui a changé en 2025 pour les investisseurs qui justement louaient en meublé? Oui, effectivement. Dans l'ordre que tu veux, Nadège, parce que je sais que la question, elle n'est pas facile. Il y a de nombreux changements. C'est vrai que c'était une année 2024 et début 2025 très riche en actualités meublées surtout. Tout d'abord, 2024, on a le fameux rapport d'Anaïg Le Meur, la députée du Finistère, qui depuis avait été mandatée pour émettre un rapport sur la fiscalité des investissements locatifs. Donc, un rapport très détaillé qui a bien mis, qui nous a permis de comprendre vraiment les différents types de modes de location, fiscalité. Suite à ce rapport, seulement projet de loi Le Meur, seulement la location courte durée a été touchée dans un premier temps. Donc, on a eu des réformes et surtout sur la fiscalité, donc une fiscalité moins avantageuse pour la courte durée. Okay. Les seuils, le micro-BIC notamment a été touché. Donc on était sur un abattement, on a parlé du micro-BIC tout à l'heure, donc un abattement forfaitaire pour charge. Pour les biens classés, il était de 71%, avec un seuil de 188 700. Donc on était large et c'était facile. Donc ça a été revu à 50% seulement et le seuil est passé à 77 700. Okay. Et pour les non classés, là c'est encore plus compliqué, le seuil est passé de 77 700 à 15 000 et l'abattement de 50 à 30%. Okay. Donc déjà, fiscalité moins avantageuse pour la courte durée et le micro-BIC. Est-ce que ça, on peut appeler la loi Le Meur, loi anti-Airbnb? Oui, c'est ce que... Voilà. On peut l'appeler clairement comme ça, non? C'était purement l'objectif de restreindre la location courte durée, puisqu'on le sait quand même que dans les villes, ça prive le marché, en fait. Le marché, oui, de logements. On a déjà une pénurie de logements. Donc, et certaines villes, on n'a plus que essentiellement des Airbnb. En fait, c'était Chez Maslow, vous, sur la location justement meublée, vous conseillez déjà de la courte durée ou c'était plutôt de la longue durée en général? Non, nous, il ne faut pas qu'on soit des ayatollahs non plus du sujet. C'est de dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on va conseiller à un investisseur, c'est toujours la même chose. C'est fais ton calcul dans ce qui est le plus certain sur ton horizon d'investissement. Donc, un horizon d'investissement, quand tu achètes de l'immobilier, c'est au moins 10 à 15 ans. Donc, sur 10 à 15 ans, comment je mets des verrous sur la porte pour éviter les surprises? Valider un maximum de choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est le plus simple à faire et ce qui est le plus cohérent, c'est de la location à l'année. Donc, ton tableau Excel, on le fait en location à l'année, en location meublée non professionnelle, en gros, comme l'a dit Nadège, sans fiscalité, et on regarde tes recettes des charges, combien ça te coûte. Effectivement, il y a des investissements ou des endroits, des lieux d'investissement qui font sur lesquels la courte durée peut être intéressante. Où je loue, comme tu l'as évoqué, 9 mois à un étudiant, par exemple, et 3 mois en courte durée. Donc ça, c'est des choses, des optimisations qui peuvent être possibles. Mais si on fait les calculs uniquement sur des choses très optimisées et que la règle, elle change, et que toi, tu as monté ton plan de financement comme ça, ou que tu en as fait plusieurs, on se retrouve aujourd'hui avec des investisseurs qui se retrouvent le bec dans l'eau. Donc effectivement, le côté simpliste de dire j'achète un appartement que je peux louer 600 € par mois, si je le loue 100 € la nuit, il suffit que je le loue 10 nuits pour gagner plus d'argent. Bon, déjà, il y a le brut et le net, parce qu'entre la plateforme qui va te prendre 20%, la conciergerie, les services, etc., il ne faut pas oublier que le 100 € de facial, combien il te reste, donc c'est peut-être plutôt 15 ou 20 nuits. Ok, tu fais ça. Et là, les règles, elles changent. Elles changent dans ta municipalité, la mairie qui serre la vis, c'est quand même souvent. La loi Le Meur, on est d'accord qu'on a redonné un peu le pouvoir aux mairies, et c'est les mairies qui décident maintenant Ouais, de ce qu'ils veulent faire.
Tout à fait. Et il y a même des mairies qui vont au-delà. Hein. La mairie de Marseille est en train d'interdire les boîtes à clés dans la ville. Nice l'a fait aussi. Il y a des agréments. Il y a le fait de mettre en location un bien. Si tu as une location en courte durée, il faut que tu mettes le même bien en location à l'année. Donc il y a beaucoup de contraintes. Mais ça, c'est la municipalité. Et là, ce qu'a amené la loi Le Meur ou la loi anti-Airbnb, c'est en plus un régime fiscal moins attrayant, moins intéressant. Donc, il faut bien comprendre que ceux qui ont fait ça par le passé, leur plan de financement, il a changé. Donc, nous, ce qu'on dit chez Maslow, prends le plan de financement le plus certain. S'il y a moyen d'optimiser, eh bien, fais-le, mais ne prends pas ça pour argent comptant sur la durée de ton investissement qui va durer 10 ou 15 ans. Ok, c'est clair. Donc ça, on a vu sur justement loi Le Meur, loi anti-Airbnb. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements en 2024, 2025 qui ont impacté justement la location meublée non professionnelle? Alors toujours un peu sur la courte durée, on a aussi une réforme du régime de TVA, puisqu'il va falloir faire très attention justement pour la courte durée, en fonction des services proposés, de ne pas être assujetti à TVA et de changer de régime et d'être en para-hôtellerie. Alors ça, c'est intéressant, Nadège, tu nous en parlais avant Ouais. qu'on commence le podcast. Est-ce que tu peux préciser un petit peu justement ces services, le para-hôtelier, comment ça se À passe? quel moment tu vas À basculer quel quoi. moment Ouais, justement je vais... c'est encore un il peu faut que flou, mais c'est encore un peu flou. de ce qu'on peut comprendre, jusqu'à aujourd'hui, pour être en para-hôtellerie, donc il faut proposer, donc le mot proposer c'est important, des services qui sont donc 3 services sur 4, qui sont Ok. le linge, le petit déjeuner, le ménage et l'accueil. Ok. Donc du moment qu'il y a 3 services sur 4, mais proposés dans le même cadre qu'un hôtel, c'est-à-dire tous les jours, si votre locataire a besoin du ménage tous les jours, vous devez être en mesure de proposer et de faire, si votre locataire vous demande, le ménage et le linge. Ok. Donc souvent, c'était facile dans des locations Airbnb de ne pas être en para-hôtellerie, puisque souvent, on le voit, hein, quand on prend une location Airbnb, on a le ménage à l'entrée et le linge. Et plus en cours de séjour. Et là, les réformes font qu'en fait, ça va être une question de nuitée. Ok. Et toutes les locations de moins de 7 jours, si le ménage et le linge n'est fait qu'à l'entrée, ça va compter pour la prestation de para-hôtellerie. Ok. Donc là, vraiment complexe. Également complexe au niveau de l'accueil, parce qu'on parlait d'accueil dématérialisé. Ou un accueil physique. Là aussi, il y a des changements. Alors aujourd'hui, je ne suis pas encore capable de vous donner toutes les clés encore de cette réforme, mais sur les mois à venir, on en saura plus. Ouais. De Et toute façon, donc, comme beaucoup de choses, là aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes sur lesquelles, quand on la lit, il peut y avoir des interprétations différentes. Donc, comme pour beaucoup de choses, parce que je crois que tu as des questions après sur lesquelles, à mon avis, la réponse sera aussi la même. Ouais, bien Il y sûr. a une interprétation et il y a l'administration fiscale va se prononcer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des contribuables qui vont se retrouver dans la situation qu'explique Nadège, et l'administration fiscale va dire vous, monsieur Marin, eh ben, vous allez être assujetti au para-atelier parce que vous avez une conciergerie qui s'occupe de l'accueil de vos clients et vous avez bien fourni les draps à vos clients. Eh ben, boum, vous allez basculer dans le para-hôtelier. Et donc, en fait, juste ça pour va faire comprendre, jurisprudence. c'est quoi Quoi. l'impact Bah, de la TVA. basculer sur le para-hôtelier? alors, la TVA, avec aussi un changement du seuil de TVA, vous avez dû en entendre parler, Ouais, donc Mhm. 25 000 €, quel que soit le type d'activité. Donc ça, c'est applicable au 1er juin. Ok. Donc c'est vrai qu'avant, on pouvait être en franchise, puisque les seuils étaient Oui, sur la location élevés. meublée à plus de 90 000. Donc là, demain, 25 000. Et puis la para-hôtellerie, on confond souvent la para-hôtellerie et la location meublée, mais en fait, c'est vraiment un régime fiscal différent, Ok. notamment en termes de plus-value. On est sur un calcul de plus-value professionnelle. C'est une activité commerciale, donc on doit être inscrit à l'URSSAF et cotiser, cotisation sociale des travailleurs indépendants. Et aussi, le régime des déficits est différent. On n'a pas, alors là, c'est un peu complexe, mais on n'a pas d'amortissement écarté et on a seulement 6 ans pour reporter ses déficits. Ok. Donc souvent, au bout de 6 ans, on perd les On déficits. perd l'intérêt. Donc voilà, le régime para-hôtellerie, il faut y aller en connaissance de cause quand il y a un vrai enjeu de TVA à récupérer à l'origine. Ouais, bien sûr. Alors que là, on va peut-être se retrouver en para-hôtellerie sans avoir eu les avantages de la récupération de TVA à Donc, l'origine. si on prend le cas un peu classique de notre investisseur qui a 1 ou 2 appartements en meublé, dont un en Airbnb, il va pouvoir basculer en para-hôtellerie, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour sa rentabilité Bien nette sûr. quand même, parce qu'il va devoir payer de la TVA sur les loyers qui sont encaissés. Son régime d'amortissement, de plus-value, etc. change aussi. En gros, il bascule du côté professionnel. Ouais, Et ça qui dit devient un professionnel professionnel égale, de la location il devient un et- professionnel Ouais. s'il dépasse 25 000 € par an. Donc, il devient professionnel, ça veut dire cotisation URSSAF, TVA. Donc, bref,
si on peut éviter ça, souvent la part hôtellerie, c'est quand même un choix. On parle plutôt de gens qui louent des maisons sur la Côte d'Azur, des chalets à Megève. Voilà, c'est plutôt la part hôtellerie, elle est plutôt faite pour ce type d'investisseur. Et donc, on comprend qu'on se rapproche du professionnel. Quelqu'un qui loue 20 000 € par semaine sa maison. Et c'est souvent, d'ailleurs, il y a des services qui sont inclus, même dans ce type de location, et c'est logique de donc ça, zéro surprise. Et là, on parle je passe de quelqu'un qui loue une villa exceptionnelle dans le Var à 20 000 € la semaine, à celui qui fait du Airbnb à 25 000 € par an et qui, lui, d'un coup, bascule sur du professionnel, de la TVA et un régime qui est à la fois plus complexe et contraignant, pas tellement valable pour celui qui fait 25 000 € de loyer. Okay. Donc, loi Le Meur, para-hôtelier TVA, est-ce qu'on a eu d'autres changements? Moi, j'entends parler de... Alors, vous allez en choisir un chacun d'acronyme, d'accord? Et vous allez me l'expliquer. Le CGA et la CFE. Je veux bien prendre CFE parce que CGA, c'est plus Nadège. Alors, Pierre, tu choisis CFE. Ouais, la CFE. Donc c'est une taxe, un impôt, voilà, qui Qu'est-ce que ça veut dire déjà? On sait. On sait. Cotisation foncière des entreprises. Et pourquoi? Des entreprises, cotisation foncière des entreprises. Et donc moi, investisseur particulier qui a un appartement, donc aujourd'hui, toutes les personnes qui génèrent plus de 5 000 € de loyer annuel sont assujettis à cette taxe. Ok. Combien est la taxe? Ça va être ta question d'après? Combien est la taxe? On n'en sait rien. Ça dépend des départements, etc. Donc c'est c'est ce que tu as dit tout à l'heure. On va pas avoir les réponses à toutes les questions. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans un flou. Si tu me dis, d'ailleurs, merci Nadège d'être venu et d'avoir accepté de répondre à un maximum de questions. La taxe, pour l'instant, ça va dépendre. J'ai 6 000 € de loyer, est-ce que je suis assujetti à la taxe? La réponse est oui. Combien? Je suis incapable de te répondre. Ça dépend des centres des impôts et voilà. Donc c'est très variable. Voilà. On peut être entre 100 et 300 en fait. Ouais, c'est ça. À peu près sur 6 000 €. Et là, on retrouve un peu, même dans l'acronyme des entreprises, on retrouve un peu cette notion de para-hôtellerie. On se dit à partir du moment maintenant où, en tout cas, on a l'impression que pour l'administration fiscale, de louer un appartement en meublé, il va falloir devenir presque des professionnels et être assujettis à des taxes. En fait, c'est un peu la nature des loyers, comme disait Nadège tout à l'heure, c'est des bénéfices industriels et commerciaux. Donc en fait, dans le BIC, ton boucher charcutier, il est au BIC. Tu vois. Donc en fait, la nature des revenus BIC font que ça entraîne des sujets un petit peu plus complexes. En gros, d'où l'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du meublé sans cabinet d'expertise comptable, c'est pas possible. D'accord, là, c'est réglé. Tu vois, là, c'est plus possible. Nadège, donc pour toi, le CGA? Alors le CGA, effectivement, donc centre de gestion agréé, on va appeler le CGA. Donc on préconisait, nous, à nos clients d'aadhérer au centre de gestion agréé pour plusieurs raisons. Avant tout, c'est un organisme indépendant qui procède à des contrôles sur les comptes que nous leur transmettons. Donc ça, ils viennent vérifier les comptes des investisseurs. C'est ça. Donc gage de fiabilité pour l'administration. Et du coup, l'administration accordait un avantage à tous les adhérents au centre de gestion. Qui était donc sur la cotisation, on pouvait venir déduire une partie de sa cotisation, c'est ça? C'est ça. C'était une réduction d'impôt, donc il fallait être imposable pour pouvoir déduire de son impôt personnel, impôt sur le revenu, qui était égal à 2/3 du coût comptable. Donc très avantageux. C'était pour seulement certaines catégories. Il ne fallait pas être en indivision, il fallait être au réel sur option et pas de droit. Mais c'était très avantageux. Et cette loi de finances 2025, suppression de cette réduction d'impôt. Alors, on s'y attendait un petit peu parce qu'il y avait déjà eu une vague sur le CGA. Avant, quand on était bénéficiaire, on avait en BIC, on avait une majoration de 25%. Cette majoration, ils l'ont progressivement enlevée. Et donc, on avait encore cet avantage de réduction d'impôt et celle-ci aussi, nous l'ont supprimé. Là-dessus, toi, ton point de vue pour les investisseurs, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles toujours? Nous, on a l'habitude de dire souvent, que ce soit pour un investisseur ou dans les conseils qu'on peut donner, que quand c'est pas cher, c'est trop cher. Donc parfois, ça vaut le coup de payer. Là, vous, votre point de vue chez Inelis, est-ce que... Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, essentiellement, nos comptes, effectivement, ils étaient contrôlés, mais on a confiance en notre prestation. Donc, aujourd'hui, les honoraires restent déductibles à 100%, donc ça, c'est important. On perd la réduction d'impôt, mais on ne perd pas la déductibilité des honoraires. Et donc, on le verra aussi dans les autres réformes, plus on déduit de charges, plus c'est avantageux. Donc,
ça reste déductible. Ok. Donc aujourd'hui, on ne préconise pas l'adhésion s'il n'y a pas la réduction d'impôt, mais il faut bien préciser à nos clients que les honoraires sont déductibles. Après, il y a aussi le fait que ça concernait pas tout le monde, parce que même les couples mariés en séparation de biens, ça marchait déjà plus. Donc en fait, Ok. nous, quand on regarde nos En fait, il restait une petite- investisseurs, on pensait que c'était peut-être 80% d'investisseurs. En fait, pas du tout, parce que ça Oui, marchait pour effectivement, de moins en on moins de monde quand même. Donc ça avait environ déjà 50% de nos restreint. clients adhérents à peu près. Tu dis? À peu près 50% de nos clients. 50% à peu près que ça concernait. Ok. Par Bien. contre, je pense aux questions récurrentes, j'ai des clients qui se posent la question, donc qui va faire mes comptes annuels? Le CGA venait après. Validation de votre Voilà. travail, Oui, bien Donc, sûr. contrôle. rien ne Ah ouais. change, Ouais. notre mission perdure, aucune inquiétude, tout va bien. Dernière chose sur les changements, j'en parlais en introduction du podcast, nous, le simulateur qu'on a mis en ligne sur le site Maslow. Est-ce que vous pouvez me parler de ce qui a changé justement sur cette plus-value? On a parfois du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'on réintègre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont les gagnants, les perdants, ceux pour qui ça ne change rien? Si on essaie de dresser un petit tableau rapide, sans trop rentrer dans les détails, comment est-ce qu'on a impacté la plus-value de l'investisseur là-dessus? Ouais, dernière grande réforme, peut-être la Pour moi, c'est la plus principale. importante, mais... C'est la prise en compte des amortissements dans le calcul de la plus-value. Alors, Oui. on va rappeler un peu le contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc régime BIC, on l'a Oui. vu, on peut amortir. Oui. Par contre, on reste dans le régime des plus-values des particuliers. Régime des plus-values des particuliers, quand on calcule la plus-value, c'est prix de vente moins prix de revient, donc prix d'acquisition plus frais de notaire plus travaux. On ne prenait pas en compte les amortissements que l'on pratiquait. C'est très rare dans tous les régimes où on amortit, l'amortissement rentre dans le calcul de la plus-value. Donc c'était une hérésie depuis longtemps, mais bon, on en bénéficiait, on était bien contents. Et là, dans toute l'étude fiscale et le rapport Le Mort, je pense que c'est aussi... C'était le début du truc, quoi. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que dans ton prix, tu vas réintégrer Maintenant, donc ouais. l'amortissement comptable, c'est ça? C'est ça. Et donc, ta plus-value sera calculée, L'amortissement comptable utilisé. utilisée. Très Mais- important de préciser ça, puisqu'en fait, il y a une notion de amortissement déduit. Quand on est en régime LMNP, quand on amortit, l'amortissement, alors je vais le faire en résumé, l'amortissement qui génère du déficit est écarté Ok. et stocké. Donc on ne doit pas générer du déficit par de l'amortissement, donc on l'écarte et on stocke. Ok. Donc c'est important de dire amortissement déduit, donc ce n'est pas seulement l'amortissement comptabilisé, mais c'est l'amortissement comptabilisé moins celui qui a été écarté. Ok. Donc plus on a de charges, que le principe c'est loyer moins charge moins amortissement, plus on a de charges, moins on va déduire d'amortissement. Puis on aura un stock Voilà. important. Et c'est important aussi de rappeler cela parce qu'aujourd'hui, on le sait, les taux d'emprunt sont de plus en plus... Enfin, ont augmenté. Là, on a un petit peu une régulation. Ouais, grosso modo, on est entre mais 3 et 3,50, la charge ouais. d'intérêt d'emprunt est importante. Donc, les clients qui en financent par emprunt ont une charge importante d'intérêt à déduire et donc un vont stock qui n'est pas Voilà. consommé, et donc moins il y aura d'impact. moins d'impact. Ça, c'est magnifique. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là sur l'explication et se dire, du coup, avec ce constat, quels sont les gagnants, les perdants et ceux pour qui ça ne change rien. Si je t'ai bien écouté, je pense que les perdants, c'est ceux qui ont acheté en cash. Ouais. Tout à fait. Les grands gagnants, c'est ceux qui ont acheté à crédit. Et pour ceux pour qui ça ne change rien, est-ce qu'il y en a? Ouais, alors il y a ceux pour lesquels ça change rien. Alors les perdants, d'abord, c'est ceux qui sont déjà propriétaires pour lesquels la règle change alors que c'était pas prévu, d'accord? Donc celui qui a acheté il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, s'il vend en 2025, la règle elle a changé. Donc on va dire quand même que pour eux, c'est préjudiciable. Donc maintenant, on va regarder comment ils ont acheté ces personnes-là. Effectivement, s'ils ont acheté en cash, comme l'expliquait Nadège, si tu as 10 000 euros de loyer, que tu n'as pas de charge d'emprunt, tu vas enlever ta taxe foncière. Et donc là, tu vas venir consommer rapidement ton enveloppe d'amortissement. Donc si tu consommes 5 000 euros d'amortissement par an, au bout de 10 ans, tu as consommé 50 000 euros d'amortissement. Ces 50 000 euros d'amortissement, tu vas devoir les réintégrer pour calculer ton coût de revient. Et donc, tu vas te taper une imposition sur la plus-value, en gros, y compris si tu n'as pas de plus-value. Parce que c'est pareil. Quand on parle de plus-value, comme les mots en France sont parfois mal choisis, imposition sur la plus-value. Ah ouais, mais j'ai acheté 150 000, j'ai fait des travaux, voilà, je revends 160, ou je revends 150, imaginons, j'ai pas de plus-value, je suis pas imposé. Malheureusement, si, c'est de la plus-value, entre guillemets, compte. D'accord ? Donc ça, ce sont les perdants. Les gens pour lesquels ça change
pas grand-chose ou rien du tout. Ce sont les gens d'hier et d'aujourd'hui qui achètent à crédit. À partir du moment où tu achètes à crédit, on peut regarder le simulateur qu'on a sur Maslow, mais grosso modo, les 15 premières années, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'à 15 ans, comme tu as le droit de passer un forfait de frais d'acquisition sur les frais de notaire de 7,5, y compris si tu as acheté dans le neuf, donc quelqu'un qui a payé 3% de frais de notaire dans le neuf, à la sortie, il a le droit de réintégrer 7,5 de frais de notaire. Okay. Et tu as le droit également, tu as fait des travaux au réel, tu as le droit de passer tes travaux au réel. Sinon, tu n'as pas fait, tu as acheté dans le neuf, tu n'as pas fait de travaux ou peu de travaux dans ton bien, tu as le droit à 15% de la valeur de ton bien également en travaux. Donc tu as 22%, 22,5% de forfait. Donc tu prends ton prix d'acquisition, tu rajoutes déjà 22,5% en gros de forfait. Donc voilà. Et donc si tu as acheté à crédit les 15 premières années, grosso modo, donc pour eux, ça ne change rien. Ensuite, pour ceux qui sont les gagnants ou en tous les cas les opportunistes, c'est qu'il y a la nature du bien également. Il y a des biens qui sont concernés par la réintégration des plus-values et d'autres qui ne le sont pas. Ceux pour lesquels ils sont concernés, ce sont ceux qui louent en courte durée, en longue durée, à l'année. Tous ces gens-là sont concernés. Étonnamment, les résidences de tourisme, donc par exemple, j'ai acheté un appartement à la montagne avec un bail commercial Pierre et Vacances ou Odalis, je suis concerné également. Et deux typologies d'investissement ne sont pas concernées. Les résidences services étudiantes, donc bail commercial, mon locataire est une société qui gère pour moi une résidence service étudiante et les résidences services seniors et EHPAD. Ces deux typologies de biens ne sont pas concernés par la réintégration des plus-values, ni pour ceux qui l'ont fait par le passé, ni pour ceux qui achètent aujourd'hui. Donc c'est vrai que dans le conseil qu'on peut apporter, quelqu'un qui nous dit aujourd'hui, par exemple, je veux acheter un appartement cash, il n'y a pas qu'est-ce que j'achète, il y a comment je l'achète également. Quelqu'un qui veut faire un gros apport sur un investissement, on a bien compris que si gros apport ou cash, je vais consommer plus rapidement des amortissements. Le stock d'amortissement dont on a donc fais attention, est-ce que vaut donc mieux là, pas plutôt justement diriger sur l'étudiant niche. ou cette niche qui reste. Par exemple. Okay. Par exemple. D'accord. Okay. Après, il y a une autre précision très importante. On l'a vu, quand on déduit de l'amortissement, en fait, on réduit son résultat fiscal. Donc, on impute sur sa tranche, on va réduire sur la tranche marginale. À partir du moment où on est à une tranche marginale de 30 ou plus, donc on impacte l'amortissement, fait économiser 30% de l'amortissement en impôts. Par contre, quand on va les réintégrer, dans le calcul de la plus-value, c'est 19%. Donc on impute à 30 ou plus, ouais, tu fais moins 30, et de l'autre côté, on nous reprend à 19. Donc déjà, on a un delta, ça c'est indéniable. Okay. Et en plus, autre précision, et ça c'est très important de le préciser, c'est qu'on est dans le régime des plus-values des particuliers. Et le régime des plus-values des particuliers, on a des abattements pour durée de détention. À partir de la 6e année, ce qui nous amène à ne plus avoir d'imposition, impôt sur le revenu 22 ans, et plus de prélèvements sociaux 30 ans. Donc forcément, l'impact va diminuer dans le temps. Et on a fait, nous, de nombreux calculs où on se rend compte à 10 ans, 15 ans, 20 ans, où il y a un vrai avantage de continuer à amortir, d'être donc au régime meublé réel, comparativement à la location nue, c'est indéniable. Les calculs parlent d'eux-mêmes, en fait. Il n'y a toujours aucune photo entre location nue et location meublée fiscalement. Quand je dis tout à l'heure qu'à 15 ans, tu n'as pas de plus-value pour quelqu'un qui a fait du crédit, et à 22 ans, tu es exonéré avec les abattements. Donc en fait, là où tu passes du mauvais côté de la force, c'est plutôt 16-17e année, tu vois, c'est des choses comme ça. Donc en fait, ça veut dire que ton investissement immobilier, c'est aussi ton patrimoine et c'est la façon dont tu le gères. Quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors, est-ce que je dois investir dans mon logement, par exemple, pour faire des travaux, parce que j'ai une réglementation énergétique qui fait que je vais devoir faire des travaux. Tu vois, je me dis, bah tiens, si en plus je me tape des travaux et derrière je me tape la plus-value, c'est peut-être pas intéressant, peut-être qu'il faut que je vende avant. Donc en fait, c'est par rapport à ton patrimoine, à toi aujourd'hui, combien il me rapporte, comment je suis traité fiscalement, est-ce que je suis touché ou pas par la réforme, est-ce qu'il faut que je sorte ou pas. Ça peut être une question. Ouais. Et après, parce qu'on est là aussi pour parler aux gens qui veulent investir, c'est de se dire, bon, bah, je veux investir, quel est le meilleur choix voilà, pour récapituler, c'est ça. C'est un petit peu plus Pierre, complexe. Ce que tu disais, c'était ma façon d'investir. Est-ce que j'investis en crédit ou en cash ? Quel véhicule je vais choisir d'investissement ? Et là aussi où l'accompagnement de Nadège il est important, c'est en fonction de ma durée de détention, en fonction des années, à quel moment j'ai une fenêtre de tir pour le vendre. Donc on revient sur ce qu'on se disait. Le donner. Ou le donner. D'accord, c'est-à-dire que moi je crois quand même beaucoup à la génération d'après. On a énormément d'investisseurs qui investissent dans l'idée de laisser un patrimoine à leurs enfants.
Et donc la donation de son vivant, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Ouais, voilà, enfin, en tous les cas, c'est ce qu'il faut faire. Quand on le peut, évidemment, je parle évidemment quand on le peut, mais c'est vrai que le fait de pratiquer la donation peut aussi te permettre de passer entre les gouttes, puisqu'on acte la plus-value ou la moins-value au moment de la donation. Et bien sûr, la donation n'est pas concernée par la réintégration des amortissements. Il ne se passe rien s'il y a une donation. C'est juste un bien que je donne. Voilà. Okay. On a eu beaucoup de questions aussi sur le sujet, donc il ne se passe rien si je donne à mes enfants en termes de... Voilà, et soyons aussi extrêmement positifs. Nous sommes en 2025. La réforme, par exemple, sur les donations, aujourd'hui, tu as le droit de donner 100 000 euros par parent, par enfant. Ça, c'est la règle générale. Mais on a eu un petit plus. Un petit plus, un gros plus quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux, si mon enfant fait des travaux de rénovation énergétique dans sa résidence principale, ou s'il achète un bien immobilier pour sa résidence principale neuf, ou un investissement locatif dans le neuf. Donc c'est la résidence principale du locataire. Exactement. Donc si je fais un investissement locatif dans le neuf, aujourd'hui, j'ai le droit de percevoir jusqu'à 300 000 euros de la part de mes parents ou de mes grands-parents. Et donc je pense notamment aux grands-parents qui veulent aider leurs petits-enfants. Aujourd'hui, tu donnes de l'argent à tes petits-enfants, j'arrondis, ton exonération, c'est 38 000 euros. Là, ça peut être 138 000 euros. Ou si j'ai mon grand-père et ma grand-mère, je peux percevoir 200 000 euros de la part de mes grands-parents. Donc je trouve que là, il y a une fenêtre de tir aussi qui est assez intéressante sur la donation. Voilà. En tous les cas, quand on gère le patrimoine de famille, et ça nous arrive quand même très régulièrement, comment je protège mon conjoint, comment je protège mes enfants, comment je peux donner de l'argent à mes enfants en évitant la fiscalité. Déjà, on se pose toujours la question avant, donc quand on est vivant. Quand on est mort, déjà, on ne se pose plus la question et c'est trop tard. Mais là, il y a des fenêtres de tir et effectivement, les règles fiscales, notamment sur l'amortissement, notamment sur mon patrimoine actuel, font qu'on peut trouver des fenêtres de tir qui sont très intéressantes, entre guillemets, pour les héritiers. En tous les cas, pour le fait de pouvoir donner ses biens. Ok, merci, c'était clair. On parlait tout à l'heure du régime microbique ou du régime réel. Vous, dans quel cas vous donneriez le conseil de choisir entre l'un et l'autre? Et surtout, est-ce qu'on peut changer entre l'un et l'autre? Parce que je sais qu'il y en a un où c'est facile dans un c'est sens. facile dans un sens, dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué. Donc, première chose, Nadège, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cas, toi, tu conseilles aux clients de choisir entre le réel ou le microbique? Alors en fait, on l'a vu, ça va vraiment dépendre des charges que l'on peut déduire. Okay. Effectivement, quand on a au microbique un abattement de 50%, ça dépend si les charges réelles sont au-dessus de 50%. Donc ça, toujours, nous, de tout client prospect, on va lui faire une simulation comparative, toujours, micro-réel. Comme ça, on est sûr de choisir le bon régime. Donc ça va dépendre du niveau des charges, avant tout. Après, est-ce qu'on peut le comparer un petit peu justement à l'abattement des 10% qu'on a, nous, sur nos revenus du travail, où on peut décider de passer, justement, d'avoir cet abattement ou de passer en réel en fonction des frais qu'on a pour se déplacer? C'est la même chose? C'est un bon exemple. Oui, c'est exactement ça. Ok. Effectivement, donc le micro. Ensuite... c'est important aussi, puisqu'on a eu beaucoup de questions. Le micro est-il concerné par la réintégration des amortissements? T'inquiète pas, on l'a eu aussi. Ouais. Donc, dans l'absolu, les textes précisent que l'abattement forfaitaire pour charge dans le régime micro comprend de l'amortissement. Donc ça, c'est aussi clair. Maintenant, se prononcer sur le fait que si vous louez au micro, vous aurez une quote-part d'amortissement réintégrée, ça, on en est encore incapable aujourd'hui puisque c'est pas clair, il n'y a pas de précision. La seule précision que l'on a eue, c'est l'imprimé qui permet donc au notaire de calculer la plus-value. Et dans la notice de cet imprimé, il y a noté amortissement déduit au régime réel. C'est la seule précision que l'on a aujourd'hui. Donc, je pense que Manuel, si je vais chez le notaire aujourd'hui, le notaire il dit réintégration d'investissement, vous êtes au réel? Vous êtes au réel? Non. Donc je ne pratique pas. Ça, c'est la version simple qui peut être... voilà. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'administration fiscale va confirmer l'imprimé ou pas, en disant si je considère que... voilà. Donc aujourd'hui, en micro-BIC, effectivement, est-ce que dans l'abattement, il y a de l'amortissement? La réponse est oui. Mais
on peut pas être catégorique sur le fait que le régime de la plus-value ne s'applique pas. Okay, Mais je pense que le CRIDON, les notaires vont poser la question à l'administration fiscale. Bien sûr. À mon avis, à mon avis, ça va arriver très vite. Ne vous inquiétez pas, dans le mois qui vient, on va savoir. Et justement, est-ce qu'une année, je peux décider d'être au réel, l'autre année d'être au microbique, une année au microbique, l'autre année au réel? Alors, comment ça se passe, dans Nadège? l'absolu, on peut, mais il faut respecter des délais. Donc, pour passer du micro au réel, il faut opter avant le 30 avril, enfin la date, c'est la date de déclaration de revenus, de l'année pour laquelle on va être au réel. Donc, alors à chaque fois, je vais donner un exemple. Par exemple, là, on est en 2025. On ne peut pas passer au réel pour 2024, alors que les déclarations de revenus, on les a pas encore faites, mais on ne peut pas, c'est trop tard. On peut passer au réel encore pour 2025 en optant pour le réel avant déclaration de revenus. Comment donc, tu fais? 30 Tu avril. préviens l'administration fiscale? Oui, Tu fais quoi? c'est une option, effectivement, par maintenant, on a sur impôts.gouv en ligne la messagerie. Donc, par la messagerie, on opte au régime réel. Ok, je ne savais pas. Ok, parfait. Donc, c'est important. Et dans l'autre sens, on peut aussi repasser du réel au micro, si un jour on se rend compte que le réel est moins avantageux que le micro. Ok. C'est très souple. Ok, très bien. Plus souple. C'était plus compliqué avant, non? Oui, parce que c'était plus... On disait toujours qu'on pouvait le faire une fois, mais que c'était plus Non, mais maintenant, les délais, en fait, en respectant le délai d'un an, on peut repasser d'un régime à l'autre. On a beaucoup parlé d'amortissement et de son intérêt. Est-ce que ça reste toujours un avantage fiscal aussi puissant en 2025 ? Ça reste énorme. C'est-à-dire que tu génères quand même aujourd'hui un revenu net de fiscalité. Donc, dans les fondamentaux de l'immobilier, celui qui est en capacité de lever de la dette, il va voir son banquier, il dit « Bonjour, j'ai 10 000 euros d'épargne disponible, qu'est-ce que vous me proposez comme placement ?» Et bien là, avec 10 000 euros d'apport, tu peux lever 100 000 euros de dette, donc tu fais travailler l'argent de ton banquier et pas le tien. Tu peux acheter un appartement qui va te générer un revenu sur une base de 100 000 euros, alors que si tu places 10 000 euros à la banque, tu n'auras pas les mêmes intérêts, donc l'effet de levier du crédit, il reste fondamentalement intéressant. On l'a dit tout à l'heure, pourquoi la location meublée, notamment la courte durée, a été touchée? Parce qu'il y a une pénurie de logements qui est dingue, et donc aujourd'hui, tu choisis ton locataire, tu as une certitude de percevoir ton loyer, tu as une demande locative qui est hyper importante, donc ta recette locative, elle est quand même certaine. Les loyers aujourd'hui, ils sont en augmentation. À partir du moment où tu as pénurie, il y a augmentation des loyers, donc tu as un prêt qui est fixe et des loyers qui augmentent. Donc en fait, l'investissement immobilier aujourd'hui est un support d'investissement qui est intéressant. En plus, le marché immobilier est contraint. Voilà, l'augmentation des taux a fait que les prix ont baissé, donc il faut quand même être très concret. Donc les prix ont baissé, les loyers ont augmenté, donc tu as plus de rentabilité aujourd'hui que tu n'en avais il y a 24 ou 36 mois. Donc je fais travailler l'argent du banquier. J'ai un loyer qui est certain. Mon loyer l'augmente, pas ma dette. Et ma fiscalité, en location meublée par exemple, te permet de toucher un loyer net d'impôts. Tout ça, ça n'a pas changé, si ce n'est que tu payes moins cher ton appartement et que tu as plus de loyer qu'hier. Donc aujourd'hui, la fenêtre de tir, elle est très intéressante. Maintenant, il faut s'interroger, se poser les bonnes questions de comment j'achète, qu'est-ce que je vais faire de mon bien, ou si je suis déjà propriétaire de bien, quelles sont les bonnes décisions que je dois prendre. Et nous, aujourd'hui, on voit quand même chez Maslow que ceux qui se posent le plus de questions, ce ne sont pas ceux qui investissent, parce que le cadre des règles du jeu, aujourd'hui, nos collaborateurs sont capables de dire « voilà comment ça va se passer, monsieur Marin ». En fait, la plupart des questions qu'on a, c'est et je suppose, comme pour Nadège, ce sont les clients qui sont déjà propriétaires, qui sont totalement paumés, parce qu'ils confondent la loi Lemaire et la loi de finances, qu'on a entendu tout et son contraire, ce qui a été quand même c'était très flou. Alors que c'est... Enfin, faut bien le comprendre, mais c'est pas si contraignant. Le loueur meublé est fini, il ne faut plus en faire. Enfin, on a eu tout ça. Et donc, ceux qui se posent le plus de questions, ce sont ceux qui sont déjà propriétaires, pour lesquels, effectivement, il y a des règles qui changent, donc ils veulent savoir comment ça fonctionne, CFE, je ne sais pas ce que c'est, amortissement, est-ce que je suis touché, est-ce que je suis concerné, pas concerné. Donc ça, c'est le passé et il faut les accompagner. Mais c'est vrai que c'est plus l'expert comptable que le conseiller en gestion de patrimoine qui va les accompagner sur le sujet. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus sollicités que nous sur le sujet. Et nous, c'est le cadre du jeu, c'est celui-là. Comment on est bon et on réussit son investissement dans ce cadre de jeu-là. Okay. C'est toujours le même principe. Ok, c'est clair. On parlait d'accompagnement, justement, on va parler, là, Nadège, de la comptabilité en LMNP. Il y a beaucoup d'investisseurs qui trouvent ça trop technique, trop compliqué. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors,
Micro, donc on l'a vu, c'est Le très micro, simple. ça va. Micro, c'est plutôt Un facile. chiffre, hein. un chiffre. Sauf ceux qui n'ont pas écouté le début du podcast, mais ça a l'air d'être facile. Le micro, c'est facile. Le réel, ça l'est bien moins. Ben, on l'a vu, hein, il y a des règles à respecter. Mais voilà, il suffit d'être bien entouré. Il faut connaître les règles. Amortissement, régime 39C, amortissement écarté, Ok. régime des plus-values, professionnel, non professionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, on a encore c'est ces la règles différence, en oui. fonction du montant de ses loyers, le montant de ses revenus. Et puis aussi, plus-value, charges sociales. Donc, effectivement, il y a un cadre des À obligations respecter. comptables, un cadre fiscal qu'il faut maîtriser pour bien gérer sa comptabilité. Ok. Et c'est quoi justement ces obligations comptables et les deadlines? Non, Vas-y, je peux Pierre. ajouter un Non. truc également. Lorsque tu investis en résidence-service, Oui. tu récupères la TVA Oui. également. Donc là aussi, mission comptable. Nous, aujourd'hui, Inelis accompagne nos investisseurs lorsqu'on va leur conseiller l'investissement, par exemple, Oui. en résidence-service étudiante. Si tu achètes dans le neuf, tu achètes hors taxe. Mais la réalité, c'est que tu récupères la TVA. Donc il y a une première mission du cabinet comptable qui est même avant la perception des loyers, qui est de récupérer la TVA. Donc là, c'est pareil, je déconseille à tout le monde de le faire tout seul. Enfin, je pense que c'est même pas possible, Ouais. pour faire simple. Donc ça, c'est la première mission. Donc la récupération de TVA dans le cadre d'investissement en résidence service, puis la déclaration de revenus avec toutes les spécificités qu'a expliqué Nadège. Donc voilà, mais la récupération de TVA, c'est aussi une des missions Très confiées importante, ouais. au cabinet Et d'expertise surtout, comptable. si on ne la fait pas dans les délais, on a des rejets ensuite de Alors de justement, remboursement de TVA. est-ce qu'il y a des deadlines à respecter et quelles sont, on avait eu cette question, quelles sont les obligations comptables pour un investisseur en location meublée? non Première professionnelle? deadline, c'est déjà s'inscrire à l'INPI, donc Ok. déclarer son activité meublée, D'accord. même en micro comme au réel, puisque même le micro Donc micro doit- au réel, il y a cette Déclaration, inscription voilà, à l'INPI. à Ok. l'INPI. Cette inscription, elle permet d'obtenir un numéro SIRET. Ce Ok. numéro SIRET, c'est votre identifiant pour télétransmettre tous vos documents. Ok. C'est le Donc, impôt.gouv, mais pas le impôt.gouv particulier. Voilà, tout à fait. Donc, normalement, c'est 15 jours pour le faire. Bon, là, Ok. on a une souplesse, pour une fois, on a une souplesse de l'administration. On peut D'accord. régulariser sur quelques mois, mais surtout, la principale erreur des clients, c'est d'attendre la déclaration de revenus pour choisir son régime bien sûr. et éventuellement opter pour le réel. Et là, c'est trop tard. On n'a pas les Et délais c'est pour là où c'est obtenir le important SIRET. cette anticipation, d'être accompagné justement par des professionnels et de ne pas le faire. Bah, si pas tu rater le gagnes, coche, c'est pas du tout simplement, ce qu'on le- croisait, sinon c'est ce que tu rates. Anticiper, choisir, Pierre-Emmanuel l'a dit, choisir le bon régime, ensuite s'inscrire dans les délais et être Ok. prêt au moment de sa déclaration de revenus, puisqu'effectivement, donc, les obligations suisses, c'est au régime réel, tenir une comptabilité, Ok. télétransmettre une IAS fiscale Ok. et ensuite reporter le résultat de son activité dans sa déclaration de revenus. Ok. Donc nous, on accompagne vraiment les clients de A à Z sur toutes ces Oui, formalités. C'est Inelis, ce tu qui nous reçois les intéresse, documents, donc ils font la déclaration et ils te disent vous reportez dans la En case général, les étudiée clients, ils les reçoivent. chiffres, ça va Ouais. quoi. Et justement, est-ce qu'il y a des documents qu'il faut absolument conserver? Qu'est-ce qu'il faut conserver comme document pour un investisseur? Alors, dans tous les Ou qu'est-ce cas, qu'ils doivent vous transmettre, bien vous? sûr, les pièces comptables, puisqu'on est Ok. une comptabilité au réel, donc on est censé justifier à l'administration la déduction de toutes les charges et les loyers, bien sûr, imposés. Et puis, la production d'IAS fiscale, donc les comptes annuels, bien sûr, doivent être conservés, d'autant plus aujourd'hui avec la réintégration des amortissements, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on loue en meublé LMNP au régime réel, donc on amortit. On reprend le bien pour soi et ensuite on le vend. L'administration, si c'est 10 ans après, va demander l'amortissement pratiqué. Donc il faudra bien avoir tout conservé, puisque à ce moment-là, vous n'aurez plus d'expert comptable, puisqu'on a arrêté fini, le oui. régime réel, mais on aura bien pratiqué pendant une période des amortissements. Donc en plus, important de conserver tous ces documents fiscaux. Et avant de te demander un peu les conseils ou ce que tu pourrais conseiller à un investisseur, pour un investisseur, un jeune investisseur en LMNP, c'est quoi les pièges à éviter ou les erreurs? Qu'est-ce que toi tu vois comme gros, justement, red flag ou attention, ça, il ne faut pas faire, ou attention, il faut être prudent là-dessus? Alors attention, souvent on prend les investisseurs prennent le régime micro par méconnaissance ou par simplicité. Donc ça, bien se renseigner avant sur la fiscalité. Le mode de détention, malgré tout. Alors le jeune investisseur, lui c'est son premier investissement, donc il se pose peut-être un peu moins de questions sur le mode de détention, mais après,
Très important aussi le mode de détention. On peut investir en nom propre, mais on peut investir en société. Ok. En fonction de la société, on n'a pas du tout le même régime fiscal, il faut le rappeler, parce que si on fait du meublé dans une SCI, on est à l'impôt sur les sociétés, ça on le voit souvent, ou même des SCI existantes où les clients basculent leurs biens meublés et basculent à l'IS avec toutes les conséquences de basculer à l'impôt sur les sociétés, calcul de plus-value. Donc, mode de détention, après attention, régime fiscal, simulation. Ok. Donc c'est vrai que des fois, en allant trop vite, on va vers le micro sans se soucier de la fiscalité. Donc, Dès qu'il y a, en fait, dès qu'il y a indivision ou dès qu'il y a projet de transmission, la structure peut être intéressante et optimisante. Ok. Voilà. Pierre, toi, un petit conseil, peut-être tu parlais tout à l'heure de location de services étudiants ou seniors sur qui on déclare comme locataire. Donc, vous allez me parler d'une petite... on a une petite anecdote sur le sujet chez Maslow. Ouais, donc effectivement, Maslow appartient à un groupe qui s'appelle Valority, dans lequel il y a une société de gestion qui s'appelle Les Belles Années. Exactement. Et donc effectivement, on doit déclarer tous les ans le nom de son locataire, dans notamment la déclaration de ses biens. C'est-à-dire qu'annuellement, avant le 30 juin, je crois, on doit déclarer est-ce que ça c'est toujours ma résidence principale, ma résidence locative, etc. Et donc dans les résidences locatives en résidence-service, eh bien, quand mon locataire, c'est Les Belles Années, les clients, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait qui est votre locataire, Les Belles Années. Pas Benjamin Marin, mon locataire, voilà. Et donc, on a reçu 800 000 euros de taxes sur les logements vacants, anciennement la taxe d'habitation qui n'existe plus. Elle existe encore pour les résidences secondaires ou les logements vacants. Donc, on a reçu 800 000 euros de taxes qu'on n'a pas fini de récupérer auprès de l'administration fiscale. à moindre mesure, Inelis a été déclaré comme locataire aussi. Ah C'est oui, vrai oui. Ah, mais bon, Voilà. on n'est pas dans ces, Dans ces montants-là. dans ces montants. Donc, une Non, fois mais qu'on- ça, je trouve que c'était un conseil qu'on pouvait peut-être donner déjà. Oui, c'est important. Parce que souvent, c'est pas de la mauvaise foi, quand même, de la part des mais c'est investisseurs. même... Mais c'est C'est même... ils ont une volonté Leur de bien locataire, faire. oui, oui. Mais Jules, nos collaborateurs, lorsqu'ils vont proposer ce type d'investissement aux investisseurs, vont dire « Monsieur client, votre locataire n'est pas... » C'est-à-dire que s'il y a un changement de locataire en cours d'année, ce n'est pas votre affaire, c'est bien Les Belles Années qui vont s'en occuper. Donc votre locataire, c'est Les Belles Années. Vous signez un bail commercial avec Les Belles Années. Vous n'avez pas de rapport avec le locataire final. C'est même un argumentaire qui est positif dans celui qui va investir, s'occuper Tranquillité, de sans rien paiement. et de pas... Et voilà. Et donc, mon locataire, c'est Les Belles Années. Là, le client, il a bien enregistré. Donc, quand il arrive au moment de la déclaration des biens, c'est qui mon locataire ? Boum, Les Belles Années. Donc, cette année, on va être beaucoup plus vigilant. C'est-à-dire que sur l'espace client Maslow, sur l'espace client de la gestion, il y aura un 4x3 sur l'écran avec du rouge, etc. pour leur dire attention. Évidemment, on va leur fournir le nom du locataire au 1er janvier. C'est important. Et on essaiera que la facture soit un peu moins... Voilà. Parce que tu récupères évidemment ces taxes sur les hôtels des impôts qui te les ont envoyés, donc un peu partout en France. On n'a pas dû écrire au ministère des Finances, dire bonjour, est-ce que vous pouvez nous rendre 800 000 euros ? Il a fallu qu'on le fasse à Rouen, à Marseille, à Lille, à Strasbourg, etc. Parfait, merci. Avant de terminer, j'en ai parlé en introduction, c'était de proposer justement à ceux qui nous écoutent ou nous regardent de répondre aux questions qu'on a eues lors des webinaires. Donc je vais lire les questions les plus posées que j'ai sélectionnées. Et après, Pierre, soit toi, soit Nadège, vous répondez. Vous pouvez même répondre ensemble si vous voulez. On profite de l'expertise de Nadège aujourd'hui. Si je loue en LMNP ma résidence principale, est-ce que je suis concerné et impacté par la nouvelle loi de finances ? Des bonnes questions. Avec plaisir, Nadège. Alors, normalement, quand on loue sa résidence principale, alors tout dépend si on a une partie bien individualisée, divisible, ou si c'est une chambre de la résidence principale, ou occasionnellement, parce que c'est souvent... Oui, la totalité. Voilà, Oui, là, l'idée, c'est pas je loue ma chambre, une chambre à quelqu'un. C'est je loue occasionnellement. Dans ce cas-là, on n'amortit pas le bien, puisqu'en fait, c'est sa résidence principale, donc on ne sera pas impacté par la réintégration des amortissements. En revanche, vous avez vraiment un appartement indépendant et vous pouvez, bien sûr, lui le mettre au régime réel, l'amortir, et dans ce cas-là, on sera impacté par la réintégration des amortissements. Ok, très clair. Deuxième question, réintégration des amortissements. Que se passe-t-il si je repasse en location en non meublé avant de vendre ? Si elle devient ma résidence principale jusqu'au moment de la vente ? Alors, dans le premier cas, c'est ce qu'expliquait Nadège tout à l'heure. Imaginons que mon bien, je le garde pendant 20 ans, je l'ai loué 10 ans en meublé, puis je loue 10 ans en nu. Au moment de la vente, les 10 années en meublé,
tu auras pratiqué des amortissements et donc ces amortissements sont réintégrés sur cette période de 10 années. Pour la résidence principale, je pense que c'est plus compliqué et donc là aussi, je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'il va falloir qu'on attende ce que va dire l'administration fiscale. Je loue un appartement qui redevient ma résidence principale. Aujourd'hui, il n'y a pas de plus-value sur la résidence principale. Est-ce que seront considérés le même exemple, 10 années d'amortissement pas? Franchement, on n'en sait rien. Ce qu'on suppose, c'est qu'il y aura une délai de détention. Voilà, les administrations fiscales ne sont pas non plus des idiots. Tu habites dans une maison T5 de 170 mètres carrés. T'expliques que que ton studio, ça va devenir ta résidence principale pendant 6 mois pour le revendre. Je pense que ça ne va pas marcher. C'est une interprétation personnelle de Pierre-Emmanuel Jus. D'accord? Donc je pense que il faut attendre Donc on va avoir les exemples, parce que les premières ventes, elles vont arriver. Ça va arriver là. Donc les notaires... Ce qu'on disait, c'est qu'on ne va pas avoir la réponse à tout aujourd'hui. Les notaires vont se retrouver dans la situation, ils vont interroger, réponse écrite, et réponse écrite fera foi, et on dira, tu peux reprendre ça en résidence principale sur un minimum de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 5 ans, c'est eux qui vont décider. Et donc, il faut attendre la réponse écrite, mais tous ceux qui disent loue en meublé, ça redevient ta résidence principale, et ressort après, disent pour le moment n'importe quoi. Ok, parfait. Troisième question. Si j'ai un bien en LMNP avec des baux d'1 an en gestion micro BIC, je ne suis pas impacté par la loi de finances 2025? Micro BIC, non, puisque tu ne pratiques pas les amortissements. D'accord. Pour l'instant, pareil. Quatrième question. Tous les amortissements comptabilisés pendant la période de détention du bien sont-ils à réintégrer dans le prix de vente? Les amortissements utilisés. Déduits, comme on l'a vu. Ça, c'était intéressant parce que je pense qu'on a trop souvent occulté ce fait d'amortissement non comptabilisé et différé. Ça, c'était très important, oui. En fait, la majeure partie des gens, notamment tu disais tout à l'heure, quels sont ceux pour lesquels ça ne change rien, quand tu as du crédit, aujourd'hui, même si tu as le droit d'utiliser, imaginons 5 000 € d'amortissement par an, dans la réalité, tu vas peut-être utiliser que 1 000. Ouais, donc sur 10 ans, tu vas avoir utilisé 10 000 € d'amortissement. Donc en fait, ça change. Voilà. Donc ce n'est pas tous les amortissements, c'est les amortissements utilisés. Ok. Parfait. Merci pour les questions. Nadège, on a l'habitude dans un podcast maintenant de faire un petit jeu de fin, un vrai ou faux. Donc de façon assez rapide, en LMNP, des revenus tirés de la location meublée sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, donc BIC, quel que soit le montant. C'est vrai. Ok. Tu parlais tout à l'heure justement de la durée d'amortissement d'un bien. Il est possible d'amortir un bien immobilier en LMNP sur une période maximale de 50 ans. C'est vrai, également. Ok. Enfin, c'est une notion de composants, donc c'est un peu complexe les amortissements. On a des composants à 10, 20, 25 et jusque pour le gros œuvre, 50 ans. 50 ans pour le gros œuvre au maximum. Ok. Les meubles et équipements d'un bien en LMNP peuvent être amortis sur une période de 5 à 10 ans. C'est vrai. Donc là, on parlait de cette composante mobilier, 5 à 10 ans. Ok. Un propriétaire en LMNP doit obligatoirement être inscrit au registre du commerce et des sociétés. LMP LMNP. Non. D'ailleurs, LMP non plus. Il n'y a pas d'inscription au registre du commerce et des sociétés. La seule catégorie qui doit s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, c'est les para-hôteliers. Le fameux para-hôtelier. Ouais. Ok. Les revenus tirés de la location meublée en LMNP sont exonérés de charges sociales tant que les recettes annuelles ne dépassent pas 23 000 €. C'est plutôt le statut. Vrai et non. Vrai et faux plutôt. Vrai, parce que là, vous évoquez le statut LMP. Oui. Donc, plus de 23 000 € est supérieur aux autres revenus. Ok. Donc, c'est vrai que quand on est LMP, on a des cotisations sociales. Ok. Par contre, on peut avoir des cotisations sociales si on fait de la courte durée, plus de 23 000 € de courte durée, tout en étant LMNP, et qu'on gère soi-même le bien. Dès qu'on dépasse le seuil de 23 000 €, on a des cotisations sociales sur les locations de courte durée. Ok. Donc, et tu nous as répondu tout à l'heure, mais je l'avais préparé. Est-ce qu'on peut amortir un terrain? Non. On est d'accord. Donc, il faut donner une valeur d'un terrain. On dit Donc, toujours que c'est 15 à 20% du bien. Mais tu imagines bien que ton terrain à Courchevel ou ton terrain à... J'ai l'air d'être passionné par Courchevel, Pierre, ce matin. Vous préparez des vacances? C'était pas la plus... Non, c'est fini. Non, mais voilà, ton terrain à Courchevel ou ton terrain dans le Pays d'Auge, chez moi en Normandie, n'aura pas la même valeur. Donc, voilà. Donc, on dit toujours 15 à 20%. Dans la vraie vie, il faut quand même faire un petit peu attention par rapport au bien. Ouais, ok. Parfait. Merci à tous les deux. En tout cas, merci beaucoup, Nadège. Je trouve que ce podcast, il nous a permis de donner plus de visibilité à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ou nos investisseurs
Je pense que c'est clair et nous, en tout cas, c'est le conseil qu'on donne depuis longtemps, d'être accompagné par Nadège. Nous, on a fait le choix d'être accompagné par Nadège et par Inelis, mais même si ce n'est pas par Nadège ou par Inelis, d'être accompagné par un professionnel sur un investissement en loueur meublé non professionnel, pour nous, c'est une évidence. Et on a compris pourquoi aujourd'hui. Donc merci Nadège d'être venu une nouvelle fois. Merci, je pense qu'on n'attendra pas 2026 pour te réinviter. Et merci Pierre-Emmanuel, comme à chaque fois, pour tes interventions. Ouais, c'était bien, franchement. Merci à tous de nous avoir suivis et écoutés. Au revoir. Merci.